Lors de cet épisode, mon invité a rencontré des soucis avec son micro. La qualité d'enregistrement est donc en deçà de ce qui vous est proposé habituellement. Je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Joël, votre hôte pour l'émission, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de C'est quoi ton jeu, le podcast où, accompagné d'un ou d'une invitée, on vous partage une histoire marquante qu'il ou elle a vécu autour d'un jeu. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous recommande de rattraper votre retard car de chouettes souvenirs et anecdotes y sont racontés. Nous sommes le mardi 21 février, il y a encore un petit mois avant le printemps. Moi je sais pas vous, mais moi l'hiver c'est pas trop mon truc. Je suis plutôt être le printemps avec les beaux jours qui arrivent, je préfère. Continuons de plus belle avec mon intervenant du jour, qui est une personne vraiment exceptionnelle et dont j'admire beaucoup le travail. Son talent est reconnu de manière internationale. C'est une femme dont ses créations sont juste magnifiques et certainement délicieuses, même si, hélas, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y goûter. Élue pâtissier de l'année 2016 et 2017, j'ai l'honneur de vous présenter la chef pâtissière Nina Métayer. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va. Je suis vraiment super content de te recevoir. Une chef pâtissière, c'est pas rien quand même. Merci pour l'invitation. Merci. Et pas de souci. On devient comment pâtissier ? Enfin, c'est quoi le déclic ? Alors, c'est un peu un hasard. Ça arrivait de fil en aiguille, c'est-à-dire qu'au départ, je savais pas trop ce que je voulais faire. Quand j'étais petite, j'étais pas très bonne à l'école. Ouais. Je me sentais pas très compétente, D'accord. quoi. Voilà. Et donc, je savais pas ce que je voulais faire. J'étais un peu perdue. Et quand je suis arrivée au lycée, entre la seconde et la première, eh bien, je suis partie au Mexique sur un coup de tête. Chouette. Et je suis tombée amoureuse de ce pays. Et là, je me suis dit, je veux vivre là-bas. D'accord. Et le moyen pour vivre là-bas, c'était de monter un business là-bas. Ok. En tant que salarié, j'ai essayé de travailler un peu. C'est pas facile de joindre les deux bouts. C'est des pays où il y a vraiment une grosse différence entre les salariés et les patrons. Ouais. Et donc, c'est vrai que pour avoir une vie correcte, fallait monter un business. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux monter ? Et en fait, les gens me demandaient tout le temps si je savais faire du pain, si je connaissais le vin. Ouais. On est très catégorisé avec ces choses-là, ou la gastronomie. C'est vrai qu'en tant que bon français, Et donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire autour du pain. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, je veux être boulangère. Sauf que là, à l'époque, j'avais 16 ans, j'étais en lycée général. Ça faisait 1 an que j'étais au Mexique et j'étais pas vraiment scolarisée. J'ai pas beaucoup à l'école, j'avoue. Ouais. Et donc, du coup, j'ai quand même passé mon bac. Et après ça, j'ai fait mon CAP en boulangerie. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue dans ce projet, alors que c'est quand même assez Enfin, à l'époque, faut se dire qu'il y a, moi j'ai 34 ans maintenant, donc ça commence à remonter un peu. Et à l'époque, c'était pas du tout à la mode de faire de la boulangerie. Ouais. C'était pas un métier qui était bien vu du tout. C'est vrai. Ouais. Mais voilà, ils m'ont soutenue et je me suis lancée dedans. Et donc, j'ai travaillé en boulangerie. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je suis arrivée à Paris. Et à Paris, j'ai pas trouvé de boulangerie qui me correspondait. Ouais. Parce que c'est pas les farines que j'avais travaillées, c'était des techniques qui étaient beaucoup plus avec des façonneuses, des machines, etc. Et moi, j'avais appris à façonner à la main avec des vieux fours où il y avait un vrai respect du produit. Ok. Et dans les quelques boulangeries qui existaient à l'époque à Paris comme ça, j'ai pas été prise. Ouais. Et donc, je me suis lancée dans la pâtisserie en me disant, ça pourra compléter un peu cette formation-là. Je sais pas si j'aime, mais on va essayer. Et au final, Et en fait, j'ai commencé et j'ai adoré. Voilà. Super. Pour recentrer à la thématique quand même du podcast, tu as une enfance comme tout le monde, on a tous joué à des jeux, mais toi, le jeu, d'une manière générale, pas que jeux vidéo ou jeux de société, tu l'as découvert comment ? Alors, moi, j'ai 2 petites sœurs. Et en fait, mes premiers souvenirs de jeu, je pense que c'est avec elles. Ouais. Moi, je devais amuser mes sœurs. En fait, je pense que j'ai un rôle de grande sœur dans le jeu où j'enseigne des jeux à mes sœurs. Enfin, en tout cas, c'est les premiers souvenirs que j'en avais, c'est on joue au puissance 4, par exemple. Ouais. Et donc, je voulais qu'elles deviennent bonnes et fortes pour faire des vraies parties difficiles. Tu les coachais, quoi. Pour qu'on puisse jouer ensemble, quoi. Parce j'ai quand même 4 ans d'écart avec celle du milieu et 9 ans avec la plus petite, donc mine de rien, on a quand même un bel écart d'âge. Et voilà, donc c'est vrai qu'on jouait à ça, ou on jouait beaucoup aux cartes. Et là, mes premiers souvenirs d'enfance, c'était vraiment des jeux de société, je dirais, avec mes sœurs et mes parents. D'accord, ouais. Alors, les classiques de l'époque, Monopoly. Des Pictionary, ouais, voilà. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup joué, et là, c'était plutôt les jeux de cartes, etc., dans mes voyages. Et ça a beaucoup recentré. Et en fait, je me souviens au Mexique, d'ailleurs, ça a créé beaucoup de liens. On arrivait dans les hôtels ou dans les auberges de jeunesse. Et en fait, tout de suite, on joue à un jeu de cartes. Ouais. On peut tous jouer à un jeu de cartes. On a tous les mêmes règles, en fait, à l'international. Et ça, c'est assez chouette. C'est vrai. Et on a passé des soirées entières. Ouais, non, c'est formidable. Puis en plus, ce qui est vrai, c'est qu'un jeu de cartes, ça rentre dans une poche, donc ça se trimballe partout. Ouais.
Et il y a tellement de choses à faire avec un jeu de cartes que, enfin, c'est un peu, il n'y a pas vraiment de limite à... C'est clair, quoi. Et donc aujourd'hui, donc, c'est d'un jeu de cartes que tu vas nous parler en particulier, Ouais. qui est le jeu du président. Oui, bah en fait, c'est le jeu le plus simple pour moi, mais c'est celui que j'ai toujours joué. Alors là, je parlais du Mexique où j'ai fait beaucoup de rencontres autour des jeux, ou même d'Australie. Vous voyez, j'ai aussi un an en Australie. Ouais. Mais c'est le jeu dont j'avais envie de parler qui m'est assez proche, et ça faisait toutes mes soirées d'été quand j'étais jeune avec ma meilleure amie et mes meilleurs amis. Ouais. Moi, je suis rochelaise, donc j'ai des amis rétés qui habitent sur l'île de Ré. Mhm. C'est quand même pas mal de passer ses vacances là-bas. C'est clair. Donc on passait une grosse partie de nos vacances à l'île de Ré et on jouait dès qu'il faisait pas beau. Et ça arrive quand même assez souvent, mine de rien. Ah, le climat océanique. Hein. Voilà, ou même quand il faisait beau, mais c'est vrai que quand il faisait beau, quand on était plus jeune, on était plutôt dehors, mais il y a quand même des semaines entières parfois où il n'y avait pas de chance, il pleuvait, et on jouait au président. Et on pouvait faire 20 parties d'affilée, sans aucun problème. Non, mais c'est génial, ce jeu il est vraiment génial. Quoi. Ouais, bah je trouve simple, sympa, rigolo, et il y a de la stratégie un petit peu, mais sans que ce soit trop compliqué, quoi. Tu y joues toujours? Alors oui, je joue toujours avec mon mari, on aime bien avec des amis en Normandie, Ouais. donc maintenant je travaille à Paris. Du coup, bah on travaille beaucoup, beaucoup, et j'avais besoin d'un peu d'air pour respirer. Et donc on a, à la place de s'agrandir à Paris, Ouais. on a acheté une maison en Normandie à 2 heures enfin 1h45 de Paris, et on y va tous les week-ends avec les enfants. Ouais. Et là on se retrouve au coin du feu et on joue beaucoup. Ah, c'est chouette. C'est vraiment le tableau qui est, je vais dire, idyllique, mais c'est vrai, quand on le travaille, surtout en plus dans la capitale. Ouais, avoir un peu d'air, c'est essentiel. Parce que les parcs de Paris, avec les enfants qui jouent, c'est sympa, mais c'est pas toujours ce qu'il y a de plus confortable, ni pour eux, ni pour nous, alors que là, bon, il y a moins de jeux, il y a pas de... il y a juste un jardin, mais en plus, enfin, voilà, c'est de la créativité, etc. Ils s'amusent. Et nous, on partage plein de choses. Il y a aussi un jeu que j'ai envie de souligner, que j'aime beaucoup. Alors, je me rappelle pas de comment il s'appelle parce que j'ai pas le nom. Ouais. Mais c'est des jeux, des petits jeux de bois où c'est des sortes de casse-têtes, etc. Il y en a plusieurs comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, et je les conseille vraiment à tout le monde, j'en ai en Normandie aussi. D'accord. Je sais pas si toi tu connais plein de jeux, peut-être que tu dois savoir ça. Alors des jeux avec des casse-têtes en bois, j'en connais, parce que tout le monde a chez soi qui trône sur un meuble un petit casse-tête en bois justement, qui sert plus de déco que de... Alors c'est pas un casse-tête à jouer tout seul, c'est des casse-têtes à jouer à deux. Ah, Enfin, ouais. c'est pas des casse-têtes, mais c'est comme des dames, on va dire, mais des choses avec plein de... Et il y a une collection qui s'appelle comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est terrible. Au pire, ce que tu peux faire, la prochaine fois que tu passes chez toi, tu essaies de trouver le nom, tu m'envoies un mail et j'en parlerai dans les notes de l'émission. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, parce que celui-là, j'y joue beaucoup aussi et je l'adore. Et c'est vrai que c'est pas un jeu classique. Peut-être que ça va me revenir dans pas longtemps. Parce qu'on joue toujours au même jeu et celui-là, il est vraiment différent. Enfin, il y avait toute une collection de différentes qui était très chouette. Que j'avais rencontré à un mariage, en fait. Il y avait une sorte de stand où il y avait plein de jeux et il nous faisait découvrir plein de jeux. C'était très très chouette. Moi, à travers cette émission, c'est justement aussi découvrir des jeux que je ne connais pas. Et le souci, c'est que du coup, aujourd'hui, j'en ai beaucoup à tester. Donc, Bah oui, j'imagine. ça va, là. Le président, je connais. Ces jeux de casse-tête, je vois pas trop ce que c'est, mais j'ai envie de connaître. Si je ne me trompe pas, je crois que ce jeu, c'est le Corridor. Ça me revient bien. Le Corridor. Je vois, là, je suis en train de chercher sur Internet, j'ai des images, une espèce de plateau en bois avec des briques debout. Exactement. Il faut faire des petits couloirs. Et c'est très très chouette, j'adore. D'accord, et ça se joue à... À deux. Je crois qu'on peut jouer à 4, si je me trompe pas. Alors moi, je joue à 2, Non, mais c'est bien les jeux où on joue à deux déjà, il n'y en a pas beaucoup. mais je crois qu'on peut jouer à 4. Très bien, content que tu aies retrouvé le nom. Il y a un truc aussi, c'est rigolo en plus que ça arrive aujourd'hui, parce que je suis en train de faire, on avait fait un jeu en pâtisserie Ouais. l'année dernière pour la Saint-Valentin. Je trouve ça un petit peu ennuyeux de toujours faire des cœurs, des fleurs, etc. Bon, c'est mignon, mais ça a tendu quoi. Et c'est vrai que l'année dernière, on s'était un peu amusé et on avait fait un solitaire. Et du coup, on avait fait un gros gâteau pour 8. Du coup, c'est un jeu solitaire. Donc, ça a été assez rigolo pour la Saint-Valentin de faire un jeu solitaire où on pourrait jouer tout seul. Et soit on le mange tout seul, le gâteau, soit on le partage avec des amis. Et du coup, c'est pas un gâteau pour deux. Donc, c'est pas vraiment un gâteau de Saint-Valentin. Voilà, c'était ludique. C'était assez rigolo. C'est ludique. Et là, on est en train de faire un jeu d'échecs et tout va se manger. Donc, les petites pièces d'échecs, c'est pas que du chocolat, évidemment. Il va y avoir des petits caramels, des petites surprises à l'intérieur. Et donc, on peut jouer et après, on pourra tout manger. Et le plateau est évidemment une tablette de chocolat. Il doit y avoir du sacré travail au niveau des pièces d'échecs parce que c'est autre chose. Là. C'est beaucoup de travail. Là, on était à 3 dessus. Là, j'ai les mains pleines de chocolat encore. Ah ouais. On était à 3 dessus juste pour faire le petit plateau avec un petit carré blanc, un petit carré noir, un petit carré blanc, un petit carré noir. Et puis après, on va mouler. Après, on a des techniques. On moule en silicone des petites pièces. Il faut démouler. Il faut mouler du chocolat dedans. Enfin, c'est quand même un gros travail. Mais on ne les sculpte pas à la main une à une quand même. On utilise des moules. Ouais, mais bon, il y a toujours la préparation de base pour trouver le concept et après... Et après, il faut les faire. Même si c'est du moulage, il y a beaucoup de pièces quand même à mouler. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis chapeau, quoi. Mmh. Je souhaite revenir, si ça te dérange pas, sur le président. Ouais. Des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas les règles du président. Ok. Moi, je peux les énoncer, ou alors si tu t'en rappelles, tu peux le faire aussi toi de ton côté, comme tu veux. Alors, je vais dire mes règles que je me rappelle. Peut-être que tu pourras venir me affiner, sûrement peut-être. Ouais. Le président, si je me rappelle bien, on distribue toutes les cartes. Ouais. La première partie, on joue juste avec les cartes qu'on a dans les mains.
Et après, le 2 est la carte la meilleure. Et ensuite, il y a le roi, la dame, et puis bon, comme d'habitude. La carte la plus forte, c'est effectivement le 2, puis l'As, le roi, la dame, le valet, 10, 9, 8, etc. Et donc, c'est alors j'explique très mal, donc ça va être compliqué. Donc, on joue les cartes au fur et à mesure, et il faut toujours jouer au-dessus pour gagner le pli. Exactement. C'est-à-dire que si quelqu'un joue une dame, il faudra absolument mettre un roi ou alors Ou une carte au-dessus de la dame, quoi qu'il arrive. C'est ça. Et on peut jouer avec des paires ou des... C'est ça. En gros, tu poses 1 à 4 cartes de la même valeur. Par exemple, tu peux poser 4 fois la carte 5. Les joueurs suivants sont obligés de jouer 4 cartes, quoi qu'il arrive, et au-dessus du 5. Voilà, merci pour la clarté de l'explication. Mais il n'y a pas de souci. Non, mais de toute façon, en plus, j'ai trouvé une règle qui est super claire sur YouTube. Pareil, je la mettrai dans les notes de l'émission. Trop bien. Le jeu est très très simple à appréhender. C'est comme ça qu'on vide sa main, c'est en faisant des paires, des triplettes et tout ça. Et en grosso modo, le premier qui n'a plus de cartes dans la main devient le président. Puis les 3 autres joueurs... Oui, et après, il y a le vice-président. Ceux qui sont au milieu, ils sont neutres, alors je sais pas. Je dis pareil, voilà. neutre. Et après, il y a c'est quoi, c'est le vice-trou du cul? C'est ça, ouais. T'as le vice-trou du cul, puis le dernier, c'est le trou du cul. Voilà. Si on est à 5, admettons, le président va donner ses 2 moins bonnes cartes au trou du cul. Le vice-président va donner sa moins bonne carte au vice, trou du cul. C'est ça. Le neutre, il va rien faire. Et après, le trou du cul va donner ses 2 meilleures cartes au président. Et le vice-trou du cul va donner sa meilleure carte au trou du cul. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que, ils sont perdants, mais ils partent encore plus perdants. C'est ça. Et ça donne un challenge supplémentaire. C'est ça. Ils ont le privilège de commencer, pour le coup, les trous du cul. Oui. Heureusement, hein, parce que sinon... Comme ça, ils peuvent balancer directement leur moins bonne carte pour qu'au moins, ce ne soit pas les dernières qui restent dans le jeu. Et en fait, c'est exactement ça la partie. En fait, c'est des manches qui se suivent où à chaque fois, le premier qui a vidé sa main devient le président et le dernier devient le trou du cul. Et la manche suivante avec les pénalités qui vont avec. On peut faire plusieurs manches, il n'y a pas forcément de limite. On peut s'en imposer si on souhaite en mettant genre le premier qui est arrivé 10 fois président a gagné. Mais... Ouais. Moi, j'ai aussi beaucoup de fou rire sur ce jeu. Je me rappelle avoir squatté un Starbucks café littéralement toute une journée avec 5 potes, genre mais de 11h du matin à 19h. Bon, on consommait en même temps, donc il dirait pas grand-chose. Là, c'était le Starbucks de Opéra à Paris. Mais on n'en pouvait plus, quoi. C'était fou rire toute la journée. Mais c'est vrai qu'on peut passer beaucoup de temps avec ça. Au ski aussi, je sais que quand on doit partir, quand on doit laisser l'appartement et qu'on a le train qui est le soir et qu'on a toute la journée à attendre, on n'a plus de ski, plus rien. Ça, j'ai passé je sais pas pourquoi, j'ai eu 2-3 journées comme ça d'attente de retour de ski où on a joué aussi beaucoup. Comme on disait tout à l'heure, c'est un jeu de cartes, donc on le prend, on peut le mettre n'importe où. Si jamais à un moment donné, il y a un instant qui se prête à faire du jeu, hop, on sort le jeu de cartes. Puis une règle facile que tout le monde comprend vite et on peut jouer à pas beaucoup et on peut jouer à beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi 2-3 neutres. Après, c'est quand même bien de jouer avec plusieurs jeux de cartes à la limite, ou je sais pas, mais parce que quand on est vraiment beaucoup. On conseille, à partir de 7 joueurs, de mettre un deuxième jeu de cartes. Bon, là, j'imagine même pas la tronche des parties. Ouais. Est-ce que tu as d'autres anecdotes sympas autour du président? Autour du président, d'ailleurs que j'appelle souvent trou du cul, hein. Je dis président pour être un peu plus poli. Généralement, on l'appelle tous le trou du cul, ouais. Donc déjà, le nom est assez rigolo. C'est ça. Moi, je me rappelle de moments passés à jouer à ça, parce que c'est des moments où on passe, on peut parler, on est concentré, et en même temps, enfin, c'est un jeu qui demande à la fois un peu de concentration, mais pas trop quand même, faut pas, voilà, donc on peut faire d'autres choses. C'est pour ça qu'on peut y passer des heures. On passe vite du trou du cul au président, enfin vite. Oui. Donc il y a des reversements de situation qui peuvent être assez rapides. Anecdote particulière, j'ai pas, parce que c'est plus des moments de vie autour de tout ça. Quand on est autour de la table, adolescent. Mais qui font que tu t'en rappelles encore quand même bien aujourd'hui, voilà. En plus, c'était le moment de l'adolescence. On se retrouvait l'été et on s'était allés depuis 1 an, ou pas forcément 1 an, mais plusieurs semaines en tout cas. Enfin, nous, on était des rétés, donc on habitait, des rétés de la région, donc on était là très souvent le week-end, etc. Mais les gens qui venaient, c'était souvent des Parisiens ou d'autres gens qui viennent de partout en France. Et eux, on les voyait qu'une fois par an ou alors 2 fois par an. Mais on se racontait, et puis en 1 an, ça évolue vite à cet âge-là, donc on se racontait nos vies. Ah oui. On avait tellement de choses à se raconter, surtout avec des amis qu'on voit pas souvent, et c'est des sortes d'habitudes où ça arrive tous les ans, et on se voit grandir en fait, c'est assez rigolo. Ouais, c'est vrai. Puis voilà, tous les petits jeux comme ça fédère un petit peu, on se pose, on raconte un petit peu tout ce qui s'est passé pendant qu'on joue, quoi. Voilà. Ça. Très bien, merci pour ce petit partage d'expérience. On en a un peu parlé au début avec ton début de parcours, mais donc pour ceux qui te connaissent et aiment ton travail, j'imagine qu'ils ont découvert une facette de toi plutôt sympathique autour du jeu. Oui. Et pour ceux qui, à l'inverse, te connaissent pas trop ou alors ont un vague souvenir de t'avoir vu dans Top Chef ou Le Meilleur Pâtissier, est-ce que tu peux te présenter un peu plus, s'il te plaît? Alors, je suis Léa Métayer, je suis chef pâtissière et je suis propriétaire de la Délicatisserie. Donc, c'est ma boutique en ligne. On fonctionne majoritairement en précommande et ça nous permet de pouvoir avoir les meilleurs, de sourcer des produits au plus juste, d'aller rechercher le fournisseur et surtout de ne pas faire de pertes.
Pas de perte de matières premières, mais aussi des pertes d'énergie des gens qui travaillent. C'est-à-dire que faire des desserts pour remplir une vitrine et finir par les mettre à la poubelle à la fin de la journée, c'est agréable pour personne. Tu m'étonnes. Et ça coûte plus cher. Donc, voilà. Donc l'idée, c'était de proposer les plus beaux produits avec beaucoup d'amour, un maximum de gestes d'artisanat. On ne travaille pas avec des machines, des choses comme ça, et sourcer nos produits et avoir un prix accessible. On va faire de la pâtisserie très quali, avec un prix accessible. Ouais. Et donc voilà, j'ai la délicatisserie. Donc avant d'en arriver là, pour retracer un peu mon parcours, donc j'étais boulangère, c'est ce que je disais. Je suis arrivée, je me suis reconvertie en pâtisserie en arrivant à Paris. Ouais. Et ensuite, je suis passée par l'hôtel Meurice. Ensuite, j'ai été chef à l'hôtel Raphaël. D'accord. Et puis ensuite, j'ai été la chef pâtissière de Piège aussi, de Jean-François Piège. Ce n'est pas rien. Oui. Et puis après, j'ai été responsable des créations au Café Pouchkine. Et maintenant, je suis indépendante. Bien, ouais. Je travaille avec mon mari, avec qui on a la délicatisserie. Je vais mettre le site dans les notes de l'émission, que les gens puissent voir un petit peu, parce que c'est vrai que là, j'ai le site sous les yeux. Oui. La tarte au chocolat croustillante et crémeuse, la poire, elle donne envie. Voilà, donc on est à Paris, on livre la petite couronne aussi, et on fait et on met en place assez régulièrement quand même des coffrets qu'on peut envoyer dans toute la France entière. Donc c'est pas tout le temps, c'est souvent pour du moment Noël, Pâques, fête des mères, des choses comme ça où on sait qu'on va avoir beaucoup d'envois d'un coup. Ça demande une grosse logistique aussi, et mais voilà, donc faut pas hésiter à aller voir pour les gourmands. C'est une boutique qui est 100% dématérialisée ou il y a une boutique physique aussi? Alors, l'idée, c'est vraiment qu'on soit en ligne, mais on a quand même des corners. Donc, c'est pas des vraies boutiques. On a un corner au printemps, Ouais. dans le 8e. Et là, on a un corner à Issy-les-Moulineaux. D'accord. À la halle d'Issy-les-Moulineaux. Donc, c'est quand même des endroits de vie. Ouais, ouais. La pâtisserie, c'est partager des moments. C'est vrai. Et c'est vrai que ces endroits-là, j'aime bien parce que c'est ouvert, parce il va y avoir une vraie relation avec le client. Donc, la halle d'Issy-les-Moulineaux, c'est une sorte de food court. C'est un endroit où les gens vont pouvoir venir acheter. C'est que des bons produits qui sont proposés, mais voilà, nous, on est les seuls pâtissiers. Il y a un fromager, il y a un caviste, il y a quelqu'un qui va faire, il y a un spécialiste de la nourriture asiatique, un spécialiste de la nourriture coréenne, un italien. Ouais, c'est chouette. Et donc voilà, donc c'est assez sympa. Je travaille pas loin, moi je travaille à Boulogne, donc peut-être que je passerai faire un saut. Avec plaisir. Bah, c'est surtout que moi aujourd'hui j'habite en Bretagne, donc je suis en télétravail constant, mais je viens une fois par mois sur Boulogne, donc tu peux compter sur moi pour passer à l'un des corners la prochaine fois que je viens. Bah trop chouette, c'est avec grand plaisir. J'ai vu aussi que tu avais une chaîne YouTube où tu dispenses des recettes. Oui. Elle est, ouais, alors on a commencé, donc ça fait longtemps que je fais des petites vidéos pour m'amuser parce que mon mari était producteur dans l'audiovisuel avant, donc voilà, donc on faisait des petites vidéos de pâtisserie au départ plutôt pour s'amuser. Et puis un jour on s'est dit ce serait quand même bien parce qu'on filmait ça dans notre petit appartement à Paris, on mettait des projecteurs partout, etc. Enfin c'était un peu très très compliqué en termes de logistique. Ouais. Et quand on a acheté la Normandie, on s'est dit on aimerait bien développer quand même quelque chose d'un peu plus chouette là-bas, parce qu'on avait un peu plus d'espace, et de faire une cuisine spécialement pour des tournages, de la création, de la recherche et développement. Et en fait, cette cuisine s'est finie juste avant le confinement. C'était génial, parce qu'on était confinés là-bas. Et là, on l'a développé à fond, et on a fait plein de vidéos, plein de recettes, et je trouve ça génial parce qu'on partage avec beaucoup de gens en fait une recette, et l'impact que ça a est dingue. Quand je fais une recette, se retrouver après dans la cuisine des gens et se dire que les gens vont refaire la recette et après vont le partager avec les gens autour d'eux, c'est très chouette de se dire qu'on est un peu dans les bons moments des gens à travers les recettes. Voilà, j'aime bien partager ces petits moments. Tu le sais mieux que personne, tout ce qui est cuisine est fédérateur, et tout ce qui est pâtisserie, c'est le haut de la pyramide, ça c'est tellement minutieux, c'est tellement millimétré. Quand on voit toutes les créations qui en sortent, les tiennes ou même celles de tes confrères, c'est... Ouais. T'as même pas envie de le manger tellement que c'est beau. Alors que si, quand même, quoi. Bah justement, alors moi j'adore, plus c'est beau, plus je l'ai détruit. C'est un peu comme un château de sable qu'on met longtemps à faire. Ouais. Au jour où on enregistre, je vois que ta dernière vidéo date il y a une dizaine de jours. Donc c'est les brownies aux noix de pécan. Oui. Que je testerai de faire avec mon petit là pendant les vacances, je pense. Ah bah il faut en plus, alors les brownies aux noix de pécan, mes enfants c'est leur préféré. C'est leur préféré. Elles adorent les madeleines aussi, je conseille les madeleines. D'accord, En général, ils s'amusent bien. Et les cookies, alors les cookies c'est toujours, les cookies c'est la passion. Oui. Ce qui est cool avec les cookies, c'est qu'en fait on fait la pâte, donc elles vont en mettre partout, bon c'est pas grave, ça peut pas être complètement raté. Et après elles s'amusent à mettre des petits morceaux de chocolat, des noisettes, des amandes, tout et n'importe quoi sur le cookie pour faire des têtes de bonhomme, voilà, donc ça c'est assez rigolo aussi. Ah c'est chouette. Est-ce que tu as des projets futurs? Alors, on a beaucoup grossi ces derniers temps, c'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'on a ouvert vraiment.
Et on était 2 il y a 2 ans et maintenant on est 25. Ah oui, On va commencer à déjà bien stabiliser ce qu'on a fait. On est plutôt dans un moment de stabilisation. Alors on a beaucoup de projets à l'international parce qu'en fait je fais du conseil aussi beaucoup, ouais, mais ça c'est un peu plus privé pour les gens avec qui je travaille. On ouvre assez régulièrement un peu partout dans le monde. Par exemple on ouvre avec Jager LeCoultre qui est une marque de montres où là on ouvre des cafés lors de leurs expositions. d'accord. Souvent ça peut être des pop-up qui peuvent durer entre 2 semaines et 2 mois, voilà. Et on met en place toute la formation des personnes, on va sur place, on forme les gens qui vont produire les desserts, etc. Et donc ça nous arrive beaucoup de faire Ok, de l'accompagnement sur des projets comme ça, ou simplement même pour quelqu'un qui veut monter un restaurant, une boulangerie, une pâtisserie, et qui a besoin de conseils, de recruter des gens, de faire des recettes. Et là, on va venir en accompagnement pour l'aider à faire son projet. Et parfois, on signe. Voilà, je signe Nina Métayer uniquement quand je suis sur place ou quand mon équipe est sur place. Parce qu'il faut maintenir la qualité qu'on veut, l'image, et que si les gens voient Nina Métayer, là on est à Shanghai par exemple, et j'ai une confiance aveugle envers les pâtissiers de là-bas parce qu'ils font très très bien leur travail. Donc là je signe la carte parce qu'on a quand même une formation, peut-être pas toutes les semaines, mais très régulièrement, on fait un petit point sur comment ça se passe, est-ce qu'il y a des problématiques, est-ce que les gens ont aimé, quels sont les retours clients, ok, des points d'accord. vidéo aussi, des formations vidéo, etc. Donc c'est assez chouette. C'est très important, étant donné que toi aujourd'hui Nina Métayer, ça reste ta marque et qui est plutôt reconnue en France. À l'international, c'est vrai que je ne vois pas. Ouais. Oui, je comprends que effectivement tu as un regard qui est extrêmement appuyé dessus. Oui, oui, c'est surtout qu'on veut transmettre de la qualité et c'est vrai qu'il faut garder son identité aussi. Moi, je mets vraiment un point d'honneur à travailler des bons produits, à faire attention à enfin, ne pas gaspiller. Enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je ne veux pas déroger et quand j'ai monté la délicatisserie, c'est pour respecter toutes les personnes qui vont participer au dessert du début à la fin. Donc du producteur qui va produire son blé, au moulin et après aux gens qui vont travailler avec nous. Donc il nous faut des collaborateurs heureux pour faire des beaux desserts et qu'à la fin le client soit content et que nous aussi. Voilà. Faire réaliser une recette, c'est facile, mais le créer de zéro, il faut une part de créativité qui est quand même assez conséquente et surtout trouver le bon équilibre et le bon mariage entre les produits. Ce qui est assez rigolo, c'est que souvent, quand on crée, ça s'apprend. Au départ, on fait beaucoup, et puis on fait beaucoup pour sortir un dessert. Parfois, il y a 60 essais qui ont été réalisés avant. Ouais, Il y a les goûts, il y a la forme, il y a comment ça se tient, comment ça va vieillir dans le frigo, comment les gens vont le ramener chez eux, donc comment ça va voyager. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. On essaie de donner du sens dans chaque chose qu'on fait. C'est-à-dire le solitaire, voilà, il y a toute une histoire. Pourquoi on a fait un solitaire, c'est pas par hasard. Pourquoi notre bûche de Noël elle est comme ça, c'est pas par hasard. Il faut qu'on raconte une histoire. Il faut que ouais. le client, quand il le mange, il comprenne pas forcément toute l'histoire, mais il se passe quelque chose. Les ingrédients sont pas là juste parce que ça va bien ensemble. Ah oui, Donc, déjà, les ingrédients doivent être réfléchis, la forme doit être réfléchie, parce qu'il faut s'imaginer que quand le client va manger le dessert, peut-être avec une cuillère, peut-être en croquant dedans, ça dépend du dessert, il faut tout de suite qu'il ait tous les goûts qu'on veut lui donner. c'est un vrai travail. Donc moi, j'ai 2 personnes qui sont à temps plein en création chez nous, qui font que de la création. D'accord. Des essais, des essais, des essais. On a une idée, on essaye, et comme on va la rater 18 fois avant de réussir quelque chose d'à peu près correct, parfois avant que ce soit très très bien et qu'on le dise c'est bon, on peut le sortir, ça peut mettre plusieurs années. Il y a des projets qu'on laisse de côté, qu'on reprend, etc. Je suis vraiment un passionné de cuisine et quand j'entends ça, déjà ça m'émerveille, mais de deux, je me dis bon ça va, j'ai le droit de rater des choses et ça va Oui. prendre, je vais les améliorer avec le temps quoi. Ah, mais on rate tous des gâteaux, hein. Même nous, hein. Ouais, Ça peut arriver à tout le monde, même les professionnels. Donc, faut surtout, quand on rate un gâteau, déjà, c'est pas grave. ça arrive. Et puis ensuite, il faut recommencer. Le prochain ne sera sûrement pas raté, ou pas de la même façon. Ou sinon, c'est qu'on n'a pas compris l'erreur, mais c'est pas grave. Ouais. On finira par la comprendre. D'accord. Outre ton site de la délicatisserie, où les gens peuvent-ils te retrouver? Alors, moi, je conseille toujours quand même Ouais. pour acheter les gâteaux, en tout cas, de passer par le site. Donc après, il y a le printemps, il y a ici les Moulineaux. Il y a directement au laboratoire aussi, où on a un point de collecte. Sinon, après, moi, j'aime bien, j'essaie d'être assez proche des gens parce que j'aime beaucoup les gens. C'est pour ça que je fais ce métier. Faut pas hésiter à regarder un peu les réseaux ou voilà, je vais dire, on peut être sur tel salon, sur tel événement. Et puis après, voilà, il y a pas mal d'endroits. On peut te retrouver sur Insta, YouTube, je l'ai mentionné tout à Oui, l'heure. c'est ça. Instagram, Facebook, YouTube, les réseaux. Alors, je suis pas sur TikTok encore, mais je suis un peu trop vieille pour l'instant. Il va falloir que je me modernise un petit peu. J'ai du mal encore. C'est très bien. Écoute, merci de t'être prêté au jeu de C'est quoi ton jeu, justement. Avec plaisir. J'espère que la rencontre t'a fait plaisir. Oui, beaucoup. C'était très chouette de parler de jeux aussi. Alors, je suis pas forcément la plus grande des joueuses. Alors, moi qui n'ai jamais eu le droit de jouer à la PlayStation, contrairement à mes sœurs, je suis la première, donc voilà. Ouais.
Je peux comprendre, je suis premier aussi. Mes parents ont lâché pour les suivantes, mais c'est vrai que moi, pour le coup, j'interdis pas ma fille. On essaye de tous bien faire. J'espère que ce jeu de cartes, en tout cas, Ça va, je pense, raviver des souvenirs à pas mal de gens. je sais que ça plaît à beaucoup de gens et je suis contente d'avoir pu en parler un petit peu avec toi. Voilà, en tout cas, merci de t'être prêté au jeu et je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt. Merci à toi et à très bientôt autour de bons gâteaux. J'espère bien, oui. Et pour ma part, vous pourrez retrouver les épisodes ainsi que les actus du podcast sur cqtj.fr, sur Instagram cqtj podcast et sur mon Twitter @joels82. N'hésitez pas aussi à venir sur le Discord de la commu pour partager vos expériences de jeux vécus. Vous trouverez aussi toutes les infos relatives à Nina dans les notes de l'émission. Et pour la suite, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour fêter les 1 an du podcast déjà. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Puis n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué, non ? Et vous, c'était lequel ?